Vous avez un hémisphère nord qui est un peu contrasté, on va y revenir, avec une Europe de l'Ouest qui commence à reprendre le contrôle sur une vague exponentielle qui était très alarmante, très préoccupante, vague que connaissent encore un certain nombre de pays, plutôt dans l'Est maintenant de l'Europe, mais enfin près à nos portes, hein, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, même le Royaume-Uni n'ont pas, et la Suède ou la Norvège n'ont pas repris contrôle sur l'épidémie. Le Canada non plus, les États-Unis non plus, les États-Unis étant particulièrement préoccupants, le Mexique redémarrant à son tour. Et puis l'hémisphère sud qui s'assagit, si je puis dire, avec une Afrique du Sud qui, depuis la fin de son hiver, c'est-à-dire le mois de septembre, va beaucoup mieux, et puis une Amérique latine qui commence à recouvrer. Une Australie et une Nouvelle-Zélande qu'on va revoir, mais qui aujourd'hui est très calme. Et puis des zones dans le monde qui restent un peu muettes parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais j'y reviendrai, notamment sur l'Afrique. Les vagues hivernales, eh bien, l'Australie a été la première à la connaître, en même temps d'ailleurs que l'Afrique du Sud, une assez grosse vague hivernale avec une mortalité au moins 3,5 fois supérieure à celle observée pendant la première vague entre mars et avril. En France, eh bien, on voit aussi qu'on est en train de terminer, espérons-le, cette seconde vague. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, celle-ci était très prononcée, comme on le voit, bien plus prononcée sur le plan du nombre de cas que la première vague, mais aussi avec un niveau de tests beaucoup plus massif qu'à la première vague, et une mortalité qui, pour le moment, semble un petit peu dans le même ordre de grandeur, on va dire, que pour la première vague. L'Afrique, j'ai dit que je reviendrai dessus parce qu'il n'y a pas une Afrique, mais plutôt, je dirais, trois. L'Afrique du Sud, j'en ai parlé tout à l'heure, avec une vague hivernale très, très semblable par son profil à celle qu'a connue l'Australie. Une Afrique du Nord qui ressemble, à s'y méprendre, à la dynamique que l'on connaît en Europe, avec une vague qui monte, tant sur le plan des cas que sur le plan des décès, malheureusement. Et puis, une Afrique subsaharienne très étonnante, parce que certes, peu documentée, vous avez vu, grande zone muette. On considère que la zone est muette parce qu'on n'a pas assez de tests effectués par jour depuis le début de la pandémie pour pouvoir, et par habitant, quoi, pour pouvoir avoir une interprétation fiable. Mais les quelques pays qui ont atteint ce niveau de testing suffisant, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Nigeria, mais aussi l'Afrique de l'Est et notamment l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda. Ces pays n'ont pas, au jour d'aujourd'hui, rapporté d'activité importante en ce moment. Donc on a vraiment, et puis il n'y a pas eu de grosses activités notables, donc on a pour le moment une Afrique assez épargnée, sans qu'on sache très très bien les raisons. C'est certainement pas le climat, parce que Singapour a connu des vagues importantes, parce que d'autres régions d'Amérique latine, également sur l'équateur, ont connu des très très fortes vagues. La démographie, peut-être, l'âge médian est très jeune en Afrique subsaharienne, mais il n'est pas très différent de celui de l'Inde, par exemple, qui a connu une très très forte vague, même si sa mortalité a été plus faible que celle que nous avons enregistrée. La notion d'immunité croisée avec d'autres virus qui circuleraient était avancée, mais elle n'a pas été montrée. Et puis, la prédisposition génétique est très peu probable quand on voit que dans les Amériques du Nord et du Sud et centrales, les populations noires ont plutôt été plus affectées que les populations blanches ou hispaniques. Donc, ce ne serait pas très, très logique. Nous ne voulons pas, à l'Institut de santé globale, pas plus que dans le cadre de notre collaboration avec les deux écoles polytechniques suisses, nous faisons donc des prévisions, c'est vrai, mais nous faisons des prévisions à 7 jours. Nous ne voulons pas faire des prévisions à long terme, mais même pas à moyen terme. Pourquoi? Parce qu'on pense que les modèles mathématiques ne le permettent pas aujourd'hui. Je vous donne juste un exemple des CDC, temple de l'épidémiologie d'aujourd'hui, qui en 2015 avait prédit plus d'1 million de cas au seul Libéria de Ebola. Et vous savez que Ebola a été une tragédie en Afrique de l'Ouest, mais en tout et pour tout, dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a eu 30 000 cas. Donc on n'est pas du tout
l'ordre de grandeur prédit par ces modèles. Et pour le coronavirus, on a un peu le même genre de problématique. Alors, pour la riposte, quelle option peut-on envisager? J'ai mis ici un peu tous les freins, tous les leviers qui permettent de freiner ce fameux R0, en tout cas de freiner le taux de reproduction. On l'appelle R0 quand c'est le taux de reproduction de base, lorsqu'il n'y a aucune mesure de confinement ou de mesure barrière instaurée. À partir du moment où on commence à les instaurer, on appelle ça le R effectif. Toujours est-il que ce R, qui est un paramètre d'épidémiologie théorique, il ne se mesure pas sur des courbes, ce R, il est le produit, en tout cas dans une modélisation assez simple, il est le produit de 3 paramètres, une probabilité de transmission, un nombre de contacts et un intervalle de génération. Intervalle de génération, pour simplifier, on va dire que c'est la durée de la période contagieuse. L'avantage de ce théorème, enfin de cette équation, qui est associé à un théorème qu'on appelle le théorème du seuil. Le théorème du seuil, c'est la seule bonne définition d'une épidémie. Une épidémie, c'est lorsque le R dépasse 1. Si le R dépasse 1, vous avez une situation épidémique. Donc, on va tout faire et on va recommander aux politiques de tout faire pour contracter le R le plus bas possible. Donc, on va agir sur la probabilité de transmission ou sur le nombre de contacts, éventuellement sur l'intervalle de génération. Sur la probabilité de transmission, on agit par des leviers qu'on va appeler les mesures barrières, tout ce qui est hygiène des mains, distance, port du masque, tout ce qui est favoriser le milieu extérieur, qui est ventiler les espaces clos, faible densité humaine dans les espaces clos, courte durée d'exposition, absence de paroles, de chants de cris. Par exemple, dans les trains japonais, on n'a pas le droit de parler en ce moment. Le nombre de contacts, c'est toutes les mesures de confinement. Que ce soit des confinements d'ailleurs très stricts, inventés par les Chinois en janvier dernier, ou des semi-confinements, comme on les a connus je dirais en Suisse, en Allemagne, dans les pays nordiques, ou l'autoconfinement, qui est un petit peu la version la plus participative que les Suédois ont mise en œuvre, ou les Japonais, par exemple. Les mesures de confinement, elles sont pluriel, on n'est pas obligé de prendre tout le package en même temps. Il y a le télétravail, la fermeture des écoles, des universités, la limitation des rassemblements, la réduction de la mobilité, parfois même la fermeture des frontières, la fermeture des endroits clos où il y a eu beaucoup de clusters et mal ventilés, que sont les bars, les restaurants, les discothèques, aussi d'ailleurs les salles de sport, la fermeture des magasins non essentiels. Il y a aussi une forme de confinement qui est beaucoup plus personnalisée, individualisée, qui est autour du testing, tracing et puis mise en quarantaine. Et puis après, dans les autres leviers, il y aurait des traitements, s'ils existaient, mais on n'a pas de traitement antiviral efficace aujourd'hui. Il y aurait des vaccins, s'ils existaient, et on voit qu'ils arrivent, et qui seront un formidable levier. Il y a aussi l'immunité naturelle. Le fait qu'on ait acquis une forme d'immunité va représenter petit à petit un frein qui sera de plus en plus puissant. S'il y avait 30% des Parisiens qui étaient aujourd'hui immunisés et protégés, alors ça freinerait considérablement, ça ne bloquerait pas, mais ça freinerait considérablement l'épidémie. Un autre frein qui ne bloque pas, c'est température, humidité, c'est la saison. C'est un frein qu'on a beaucoup apprécié cet été, qui est relâché en ce moment jusqu'à la fin de la saison froide. Alors, ce que l'on peut voir, c'est je dirais, la success story de l'Europe, c'est l'Irlande. L'Irlande qui a confiné le 21 octobre. Alors, vous ne voyez pas bien ici, mais si vous regardiez sur notre site, vous verriez que le 22 ou le 23 octobre, la courbe a cassé et elle s'est mise à descendre. Donc, elle a cassé très, très peu de temps après le début du confinement. Et ces panels que je vous montre à gauche, il y a les cas en haut, il y a le R, le fameux R effectif au milieu, et puis qui, d'ailleurs, vous voyez, il était de l'ordre de 3 au début de la première vague. Il n'était jamais au-delà de 2, plutôt au-dessous de 1,5 pour la seconde vague. On a donc, grâce aux mesures barrières, probablement, peut-être encore un petit peu de frein saisonnier, réussi à considérablement freiner, diminuer la transmissibilité du virus, mais pas suffisamment pour arrêter l'épidémie. Pour vous dire, 1,5, c'est le R0 de la grippe, donc ça fait de magnifiques épidémies. Donc c'est vraiment très très dangereux d'avoir un R qui est à 1,5. Il fallait vraiment le mettre au-dessous de 1. C'est ce qu'ont fait les Irlandais, et ils l'ont fait très très rapidement. Et en fait, si vous regardez à droite les statistiques de Google Mobility, vous voyez que la courbe
courbe qui descend le plus, hein, qui est par exemple Transit Station ou Retail et Recreation, on voit bien que les Irlandais ont beaucoup anticipé le confinement du 21 octobre. Et avant même, au moins 2 ou 3 semaines avant le 21 octobre, ils étaient à des niveaux de 20 ou 30% de diminution de leur mobilité. On a la même chose d'ailleurs en France, ce qui fait que probablement on engrange aussi des résultats plus intéressants, plus rapides. Le taux de reproduction, de base, je ne vais pas vous faire un cours d'épidémiologie théorique, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas le mesurer, donc on peut le calculer. Il y a des formules qui, à partir de ce fameux intervalle de génération de 6 jours, estimé à 6 jours, car lui, on peut le mesurer, c'est l'intervalle entre deux cas. Je vous ai dit que c'était à peu près la durée de la période contagieuse, mais aussi avec le temps de doublement, que l'on peut lui aussi mesurer, hein, c'est la durée pendant laquelle c'est la durée pendant laquelle un nombre de cas va doubler et qui peut donc se mesurer. Quand on passe de 100 à 200 cas en 2 jours ou en 3 jours, on a un temps de doublement de 3 jours. Et à partir de là, on peut calculer le R0. Et alors, le R0, on nous a dit qu'il était de 2,4 en moyenne, c'est très bien, mais c'est une moyenne. En fait, vous avez ici, c'était pour le SRAS, c'est vraiment la même chose pour le SARS-CoV-2. Vous avez la distribution des R0 et vous voyez que le R0, c'est-à-dire en fait, chacune des épidémies initiales, quand il n'y a aucun moyen de contrôle, peut permettre d'estimer le R0. Si vous êtes dans un repas familial et qu'il y a une personne qui infecte 25 personnes, on va avoir un R0 de 25 sur l'histogramme. Eh bien, en fait, à peu près 70% des contaminations n'infectent jamais personne, c'est zéro. Et 20% infectent peut-être une personne. Donc vous avez 90%, entre 80 et 90% des contaminations qui ne participent pas à l'épidémie, parce que rappelez-vous que pour qu'il y ait épidémie, il faut un R0 qui soit supérieur à 1. Donc on n'a que 20%, peut-être 10% des cas contaminés qui véritablement contribuent à la dynamique épidémique. Eh bien, c'est cela que les Japonais veulent essayer de rechercher. Nous, nos contacts en Europe, c'est la méthode prospective de recherche des contacts. C'est-à-dire qu'on se contente de rechercher les contacts du cas rapporté. On remonte 2 jours avant ces symptômes et on se dit qu'on a tous les contacts que le cas qui nous est rapporté pourrait venir à contaminer. Les Japonais ne font pas cela. Ils font, et d'ailleurs les Asiatiques de façon générale, ils tiennent compte de ce qu'on appelle la surdispersion, ce fameux ratio dont je vous ai parlé, ce fameux ratio de 90-10, et ils se disent, dans le fond, il faut aller chercher les 10%. Et qui sont ces 10%? Eh bien, on va aller chercher la personne qui a contaminé mon cas rapporté. Parce que cette personne-là, elle a au moins contaminé une personne. Donc la probabilité qu'elle en ait contaminé plusieurs est évidemment beaucoup plus élevée que celle de mon cas rapporté, qui a toujours ces 90% de chances de ne jamais contaminer personne. J'espère que je suis clair, mais tout ça pour vous dire que cette méthode rétrospective est une méthode qui a vraiment fait ses preuves en Asie et qui permet probablement qu'aujourd'hui, l'Asie, d'ailleurs les îles du Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, soient aussi des endroits aussi calmes aujourd'hui. Alors, je voudrais vous montrer cette diapositive qui montre, qui est faite par les Danois sur plus de 11 000 cas au Danemark, qui montre vraiment la façon dont la Covid existe. Ce n'est pas une maladie, la Covid, c'est 3 maladies. C'est une maladie extrêmement bénigne pour tous ceux qui ont moins de 50 ans. C'est une maladie un peu plus grave, je dirais même sévère pour ceux qui ont entre 40 et 80 ans, ou peut-être on pourrait dire entre 40 et 70 ans. Maladie aussi grave que le SRAS, puisqu'on a à peu près 10% de mortalité si on a quelques comorbidités. Et puis c'est une maladie aussi grave qu'Ebola quand on a plus de 80 ans. Les modes de transmission de la Covid, je vais essayer d'aller assez vite parce que je vois que je suis en retard. Ce sont les grosses gouttelettes de postillon par balistique, probablement une voie très faible. Les petites gouttelettes de postillon par aérosol, maintenant elle est bien démontrée. Et puis les surfaces planes qui peuvent se transmettre par les mains. Et là, on voit qu'à partir de 25 essais randomisés de lavage de mains, on ne dépasse pas les 15 ou 16%. Donc le reste, c'est les 2 autres voies et c'est très probablement surtout les aérosols, en tout cas en milieu clos et fermé.
L'immunité, je n'en parlerai pas beaucoup, mais c'est vraiment une question qui nécessite d'avoir beaucoup de données, en quoi les données sont aussi importantes pour gérer la pandémie. On espère bien que cette immunité va persister. Je ne parlerai pas non plus tellement des traitements, parce que malheureusement, on n'en a pas beaucoup, à part la dexaméthasone, un peu le remdesivir. Et puis, beaucoup de traitements sont en cours d'essai, donc peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles. Toujours est-il que grâce aux traitements qu'on utilise, notamment le décubitus ventral et la ventilation artificielle assistée, on a beaucoup fait de progrès durant cette pandémie, puisque aujourd'hui, par rapport au début du mois de mars, le pronostic s'est amélioré à peu près de 50% dans les réanimations, ce qui est colossal. La dernière diapositive qui vous intéressera évidemment, c'est celle sur les vaccins. De très bonnes nouvelles sont arrivées, encore aujourd'hui, puisque BioNTech Pfizer maintenant annonce 95% d'efficacité dans son analyse finale, celle qu'il va remettre à la FDA. Évidemment, on n'a pas encore vu la publication et les données, mais c'est très encourageant. Moderna avait annoncé 94,5, donc c'est vaccins génétiques, c'est la quatrième classe des vaccins que j'ai montré et semble-t-il très prometteuse et peut-être d'ailleurs va révolutionner la vaccinologie moderne parce que c'est des vaccins qui n'existent pas encore sur le marché aujourd'hui. Donc beaucoup de promesses. Il faudra vérifier qu'aucun effet indésirable, même très rare, qui n'aurait pas pu se voir dans les essais cliniques, ne sera mis en évidence. Les vaccins sur vecteurs viraux devraient arriver bientôt, le chinois CanSino-Bio, le Sputnik V des Russes, mais aussi ceux de Johnson Johnson ou d'AstraZeneca. C'est un petit peu la technique qu'on a utilisée pour le vaccin contre Ebola. Il devrait être aussi prometteur. Et puis les vaccins plus classiques, inactivés ou protéines un peu purifiées, la protéine spike purifiée de Novavax ou de Sanofi GSK devrait arriver peut-être dans ces prochaines semaines également, en tout cas pour le Novavax, pour le Medicago GSK, et puis pour les vaccins chinois, on peut espérer, et peut-être même le vaccin indien de Bharat, on pourrait espérer avoir ces vaccins sur le marché bientôt. Voilà, ma dernière diapositive tient compte un petit peu de ce que je vous ai dit sur les modes de transmission, et c'est un petit peu ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire rapidement, et comme dernier message, ce que les données nous renseignent, c'est qu'il faut éviter d'être trop nombreux au même endroit. Je crois que c'est pour ça qu'on est sur cette plateforme en ce moment. Il faut éviter d'être à l'intérieur trop longtemps. Il faut éviter d'être dans des intérieurs mal ventilés. Donc, on peut essayer de vérifier que la ventilation est efficace par des capteurs CO2. Il faut éviter, même une fois qu'on a fait tout cela, d'être en trop grande proximité avec nos voisins, parce que même à l'intérieur, même si l'on porte le masque, il y a des risques d'être trop proche des aérosols. Il faut éviter, comme je vous disais, de parler, de chanter. Et il faut porter son masque en lieu clos, quelle que soit la distance.